À mon tour, chers collègues, de vous accueillir avec bonheur dans ce lycée El Molière des Saragosse. C'est comme ça qu'on dit, non? On a conduit 2 congrès sur le numérique éducatif. L'un à Saragosse, ici, en 2014, n'est-ce pas? Et puis l'autre à Dijon, en 2015. On a une espèce de cycle comme ça de congrès. Alors la première conclusion, comme le dit mon ami Guillaume, notre ami Guillaume, où il est Guillaume, qui s'impose à nous, c'est que depuis on a vieilli. Quand on regarde les fascicules, là je les ai avec moi, c'est assez frappant, vous verrez, il s'est passé du temps. Donc on a vieilli avec le numérique, n'est-ce pas? Et c'est de ça qu'on va vous parler. En regardant ces fascicules, dont je ne sais pas si tout le monde les a encore en tête, oui, je les ai là, ce serait intéressant de les montrer. Tiens, donne-moi. Parce que certains de nos collègues sont arrivés plus tard, etc. C'est toujours intéressant de relire la vieille littérature. C'est celle qui donne, au fond, l'archéologie de notre savoir, depuis sur ces questions-là. Et je trouve que finalement, c'était pas si mal. C'est un peu immodeste, vous allez dire. Tant pis. C'était pas si mal. Et il y a eu 2 étapes, quand on regarde ça a posteriori. Le congrès de Saragosse, on ne reculait pas devant les mots, disait le numérique élève, réunit et innove. Ça aussi, ce n'était pas très modeste. Mais enfin, quand même, à partir de ça, on a bâti quelque chose autour de 3 axes pour rassembler quelques idées. Le premier a consisté à interroger la question de la refondation de l'école avec le numérique. Je me méfie des refondations. Quand on dit qu'on va refonder, c'est la meilleure manière de se casser la figure, en général, s'il ne manque pas d'arriver, parce que quand on refonde, tout le monde tend l'oreille. Il vaut mieux apporter des idées, toucher ça, puis donner sens à tout ça, plutôt que refonder. Refonder, alors là, tout le monde est aux aguets. Mais l'idée à l'époque, c'était de montrer que introduire plutôt, ou penser le numérique dans et avec l'école, c'était d'une part, il faut se souvenir de ça, ni la vassaliser, c'est-à-dire l'asservir au numérique, ni la rafistoler avec le numérique comme si, bienvenue à tous, comme si elle allait mal. Donc je le répète, ni la servir au numérique, comme si elle se mettait au fond au service du numérique, ça n'a pas de sens, ni la rafistoler comme si elle allait mal et qu'elle irait mieux avec le numérique. L'école n'est pas malade d'absence de numérique. Si elle a des problèmes, le problème est de savoir si le numérique peut l'aider à les dépasser ou non. Mais en tout cas, pas le penser comme une sorte de panacée, de médicament dont on prendrait quelques pincées et après ça, on irait beaucoup mieux. Mais surtout, on avait imaginé et pensé que, et c'est à cela que ça fera certainement être nos fils conducteurs, que le numérique obligeait à, pour sa maîtrise, penser l'école comme, au fond, une règle de vie individuelle et collective modifiée par cet instrument-là. La deuxième chose, c'est qu'on ne se payait pas de mots, et quand vous relisez ça, vous le retrouvez. On a dit le numérique, c'est peut-être une révolution culturelle. Ce n'était pas nouveau de le dire ainsi. Certains penseurs sur le numérique ont très vite, très tôt, fait le rapprochement entre ce qui se passait à la Renaissance européenne, éclairée par l'imprimerie, si je puis dire, la diffusion de l'écrit, et le numérique comme, au fond, une nouvelle manière de porter la pensée, de porter l'intelligence humaine. La conclusion qui s'est dégagée à ce moment-là à Saragosse, c'était d'une part très intéressante, qu'il y avait d'un côté les jeunes qui disaient pour certains d'entre eux, nous sommes le numérique. Il y a un Américain qui a proclamé ça depuis San Francisco. Pour ceux qui ont assisté à ça, il a dit ça. Il n'était pas gêné, lui. Il dit, nous sommes le numérique. Il l'a dit en français, notez bien, hein, c'était pas mal. Et puis, il y avait les vieux qui, disons de manière plus
résignés, certains, enthousiastes d'autres, disaient de manière pascalienne, on est embarqué, on est dedans, on ne peut pas descendre, il faut ramer. Et ça rame. Et l'autre conclusion, c'était de dire, encore une fois, l'école ne sera pas sauvée par le numérique, mais elle ne pourra plus s'en passer. À elle donc de s'en saisir. La troisième conclusion de Saragosse, pardon d'aller un peu lentement, mais c'est pour vous rafraîchir la mémoire, c'est que si l'école française porte à tort ou à raison l'idée qu'elle entretient une flamme humaniste dans notre pays, à l'extérieur, ça aussi c'est peut-être un peu immodeste. En tout cas, le numérique oblige à penser ce que serait, tant il modifie les choses, un nouvel humanisme, si tant est qu'il peut aider à le produire ou qu'on ne soit pas dépassé par lui. Alors, comme nous réfléchissions, et vous le savez tous, nos établissements réfléchissent autour des 3 axes qui aujourd'hui constituent leur priorité en général, sous une forme ou sous une autre, un ordre ou un autre. Communication, expression de l'élève, accès à l'autonomie, intelligence de la citoyenneté, où que l'on soit, chez soi, ailleurs. Eh bien, on s'est demandé comment ces 3 termes étaient rebattus, reconstruits, repensés par le numérique. Et on s'est aperçu, c'était une des conclusions, que si l'école peut construire ces 3 dimensions humaines, eh bien, il appartenait à l'école de s'instituer comme garde-fou contre les excès du numérique par rapport à ces 3 dimensions-là. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. L'expression des jeunes est modifiée par les numériques. Dans une précipitation et une invention langagière parfois, on m'a interrogé au Liban récemment sur cette question, qui modifie les codes. La citoyenneté, n'en parlons pas, elle est parfois malmenée par cela. Et les adultes ne sont pas les derniers à le faire, bien entendu. Et l'autonomie, quelle forme d'autonomie quand le tête-à-tête des jeunes avec le numérique est plus ou moins maîtrisé, connu, et qu'il est plein de secrets et de surprises, obligeant les institutions, et pas seulement les parents, qui eux-mêmes sont les derniers informés de l'affaire, à y réagir. Ça, c'était au fond Saragosse, en résumé, la confrontation de l'école avec ce phénomène. À Dijon, on est revenu sur le numérique au travers des 3 axes, expression, communication, citoyenneté et autonomie. Alors là, il y a eu 3 directions de travail, en gros, qui se sont dégagées, dont il faut se souvenir également. La première, c'était de dire que si la pédagogie, parce qu'au fond, nous sommes bien là pour ça, la transmission, et la pédagogie comme outil de cette transmission, doit faire sens avec le numérique, eh bien, il faut éviter que l'usage du numérique ne fasse sens par lui-même à l'école. Et qu'elle soit dépassée, comme on est dépassé par les événements, si je puis dire. Et on voit bien que cela introduisait l'idée d'une nécessité un peu de repenser l'organisation scolaire et la mobilisation des acteurs de l'école à partir de ce constat-là, de cette dialectique-là. Il n'y avait rien là de négatif, rien là de tragique, mais peut-être une prise de conscience. Et donc le deuxième axe, c'est de dire que pour y parvenir, il fallait construire une communauté éducative plus solidaire. Allons, la plupart d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes d'anciens professeurs. Nous savons bien que c'est une profession individualiste, par construction. Moins dans le primaire, plus dans le secondaire, tout simplement parce que le système scolaire est ainsi fait, qu'il est hérité de la division des sciences, laquelle division est finalement assez récente, elle a 2 siècles et demi. Et donc, si le numérique pouvait donner l'espérance d'une production scolaire améliorée, encore fallait-il que le collectif s'en empare.
La notion apparaît alors à Dijon, et d'ailleurs elle a fait fortune depuis, elle est presque devenue banale. C'est fou comme les termes, les expressions s'usent vite, même à Dijon. Apparaît la notion de communauté apprenante, d'établissement apprenant. Aujourd'hui, c'est l'académie qui est apprenante. Surtout, retenons cela, qu'il n'y a pas de succès avec le numérique si l'établissement n'advient pas comme un espace de coopération, c'est-à-dire de rupture des individualismes et d'invite à penser ensemble et à se saisir ensemble des choses. On verra un peu plus tard pourquoi. Et finalement, au troisième axe de Dijon, qui nous rapproche du présent, vous allez voir pourquoi, c'était de poser l'idée que c'est tout le projet d'établissement à la française qui se trouve interrogé. Quand je dis à la française, c'est tout simplement parce qu'il faut éviter d'être un peu franco-centré. C'est bien que la notion de projet d'établissement est une affaire qui, dans le monde, est loin d'avoir la même valeur que celle qu'on lui prête dans notre institution. Interrogation, au fond, sur un projet qui ne soit pas une forme qui s'impose à tous, mais quelque chose de beaucoup plus intéressant et qui va nous occuper, nous, Mission Laïque, dans les prochains mois, c'est-à-dire la création, le travail sur une culture commune. Une culture commune. On est cultivé, ça ne fait pas de doute, sinon on ne serait pas là. Mais quelle est notre culture commune qui permet d'utiliser au mieux ce numérique-là au service de l'élève, pour faire simple. Et comment construire, au fond, un esprit de solidarité, de mutualisation. La mutualisation, c'est accepter de se mettre autour de la table pour partager quelque chose qui soit utile à tous, et non pas à moi seul ou à mon voisin. Et le dernier point qui, moi, dans mon souvenir, m'a intéressé et interrogé à l'issue de ce congrès de Dijon, c'était de dire, au fond, ce qu'a fait intervenir le numérique, et vous en êtes les premiers témoins, un peu comme un groupe éprouvette, c'est qu'avec ça, pour construire cette culture commune, il n'y a plus, ou pas encore, on verra comment ça évolue, le monde est devant nous, il n'y a plus de sachants et d'apprenants, il y a, pour résumer, des tâtonnants qui, d'une certaine façon, sont obligés tous de se mettre autour de la table pour devenir ensemble des experts. Des experts, c'est-à-dire des gens d'expertise, non pas des super sachants, mais des gens d'expertise, d'expérience, capables de progresser et d'analyser leurs propres pratiques. Vous voyez, au travers des mots qui étaient très ambitieux et un peu immodestes, on est arrivé à une démarche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus modeste, à l'échelle de l'enjeu qui, lui, est énorme. Et voilà maintenant que l'acte 3 s'ouvre avec vous, c'est Saragosse 2. N'est-ce pas, monsieur le proviseur? Alors je vais vous dire pourquoi vous êtes là, parce que vous ne le savez pas encore. Ça vous a envoyé plein de papiers, vous avez écrit des choses, tout ça c'est faux. Vous êtes là, je vous le dis, pour préparer le congrès 2019, 6-8 avril, de la Mission laïque française à Paris. Donc, ne prenez pas la porte tout de suite, mais c'est une très lourde responsabilité qui s'impose à vous. C'est quoi l'objet, le titre du congrès de 2019? Vous avez de la chance, ne le dites pas en sortant, etc. Mais vous êtes les premiers à le savoir, à part quelques-uns. Ça peut paraître très banal, mais c'est bâtir une culture d'établissement. En faisant ce pari d'un titre un peu banal à la fois et provocateur, il s'agit de dire que, de questionner la notion de projet à la française
d'établissement scolaire qui a toute une histoire, mais une certaine usure aussi, pour dire qu'à l'étranger, car nous ne nous permettons pas de donner des leçons en France, la définition même de l'établissement d'enseignement français, dans sa variété, sa diversité, sa solitude, son originalité, exige de dire que pour qu'il fonctionne bien, il ne peut pas fonctionner non seulement s'il est porteur d'une culture française, mais s'il est créateur d'une culture propre, qui lui permette de la transmettre, de l'adapter, de la faire comprendre. Ce congrès partira du principe, ça reviendra à vous, qu'être porteur du projet éducatif français hors de nos frontières suppose de réunir dans un collectif intelligent des personnalités de culture, de statut, de motivation, de conviction, de confession, de talents différents. En tout cas, totalement hétérogènes, pour en faire un collectif solidaire autour de principes philosophiques, de convictions, d'une culture commune, de stratégies pédagogiques partagées. Si on reprend terme à terme tout ça, il ne s'agit pas de réduire cette diversité humaine à un professeur unique qui serait asservi au projet français. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit de faire en sorte qu'on n'oublie pas que cette diversité, je le répète, d'origine, de statut, de conviction, de confession, de talent, de culture, de formation différentes, doit trouver son espace commun de définition et d'action. Quand je dis ça, ça peut paraître banal. N'empêche que je défie quiconque de me dire que l'enseignement français à l'étranger pense ça et le fait. Soyons modestes, nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et ça commence sans doute là. Et c'est là, me semble-t-il, que moi qui suis, franchement, avec le plus de modestie possible, le moins numérique d'entre vous, il me semble que vous pouvez être non seulement utile, mais vous êtes indispensable à ce projet-là. C'est-à-dire comment faire de cette diversité une identité collective lucide. Parce que la lucidité, c'est beaucoup mieux que l'uniformité, où chacun apporte sa part grâce à des outils et à un outil commun. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Mais, après tout, comme on dit en économie, le coût de l'inaction est souvent démesuré. Je m'adresse là au chef d'établissement. À ne rien faire devant ça, qu'est-ce qu'on constate? À ne rien faire devant cette impensée de la culture commune. Des efforts énormes et répétés. Alors, je parle à Christophe Gallet, ici, il a tout réussi. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de problème. Bon. Pour réunir toute cette diversité-là. De véritables trous et énormes, souvent, je le constate, dans la raquette des compétences, des pratiques, des convictions. Chacun étant renvoyé à lui-même pour faire au mieux ce qu'on lui demande de faire. Trop souvent, ici ou là, des établissements qui sont comme des moteurs poussifs, qui s'essoufflent puis qui calent. Il y a beaucoup de crises, vous savez, dans l'enseignement français dans le monde, on n'en parle pas trop. Vous en entendez ici, là, etc. Mais il y a beaucoup de crises ou de petites crises qui pourraient être évitées si on faisait cet investissement sur une culture commune. En tout cas, souvent, un déficit de confiance et de cohésion qui doit nous interpeller. Alors la question pour ces 3 journées et en perspective de ce congrès, c'est ça. En quoi le numérique peut-il aider à sa place, à sa façon, à bâtir cette culture d'établissement? Alors, il y a 2 ou 3 axes sur lesquels je ne vous invite pas, mais nécessairement, vous allez réfléchir vous-même. Le premier, c'est comment
comprendre comment, justement, peut se construire ce collectif avec le numérique. Et on prendra le pari que vous-même ici présent, dans cette salle que vous remplissez, vous êtes l'illustration de l'embryon, de la genèse d'une culture commune avec le numérique. Vous représentez ce qui petit à petit naît comme des systèmes d'information dans l'établissement, des équipes de direction et des professeurs qui eux-mêmes, souvent, s'investissent, se passionnent pour le sujet. Au fond, vous préfigurez ce collectif apprenant qui va naître ici ou là, un peu partout, dans les établissements. Et donc, ce qui nous paraît essentiel, c'est que vous vous interrogiez, que vous fassiez aussi un peu l'histoire, le récit de comment se construit ou s'est construite cette culture professionnelle commune. Comment l'avez-vous partagée? Comment s'est-elle progressivement inventée? Puisque ici ou là, partout, elle s'invente. Comme elle n'a pas de Dieu, laïque bien sûr, quelque part pour lui dire comment ça se passe, il est bien obligé que l'invention soit locale, partout, périphérique, et qu'elle construise quelque chose qui progressivement se partage. Comment apprenez-vous les uns des autres, alors que la veille, vous ne vous connaissiez pas, que vous ne connaissiez pour les uns rien à l'école, et pour les autres, je suis un peu excessif, rien au numérique. J'exagère. C'est pour mieux faire comprendre. Et naturellement, il y a des formes qui se mettent en place. Par exemple, il y a des comités numériques qui, ici ou là, apparaissent dans les établissements, dans les réseaux. Quel est leur rôle? Quel est leur espace de définition? Quels sont leurs termes de référence? Comment peuvent-ils, non pas se formater de façon rigide, mais avec souplesse, être utiles au collectif apprenant? Voilà une question qui, évidemment, mérite d'être partagée. La seconde, vous la connaissez, la seconde question, mais elle n'est pas usée, cette question-là, quand on voit ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans, puisque cette itinérance mémorielle est récente. C'est comment se construit un système d'information adapté à son objet. Adapté à son objet. Quand on y réfléchit assez bien, on voit bien, là encore, qu'un système d'information efficace ne peut pas être absent de l'élaboration d'un projet ou d'une culture d'établissement commune. Sinon, de quoi parle-t-il? À quoi sert-il? Quels tâtonnements, quelles incertitudes partagées pour y arriver? Et pour constituer l'architecture physique et intellectuelle d'un établissement apprenant avec le numérique. Troisième axe, évidemment, il est passionnant, c'est l'humain. C'est peut-être le plus intéressant, voyons. Vous regardez un établissement scolaire, c'est quoi? C'est de la matière humaine. De la même manière que le corps humain est composé, je ne sais pas combien, 80% d'eau, eh bien, l'établissement scolaire, il est composé essentiellement de l'humain. Donc, comment apprendre mieux et transmettre mieux ensemble avec le numérique? Et là, ce sont évidemment toutes les parties de la communauté éducative, ou ce qu'on appelle telles, qui sont convoquées. L'élève, évidemment, il est là pour apprendre. La question ne se pose pas. Est-il vraiment le numérique que disait notre élève tout à l'heure de San Francisco? C'est bien beau d'être numérique, mais ce que peut lui apporter l'école? Est-ce qu'elle est faite normalement pour lui apporter? Parfois, il y a un peu de flottement. C'est comment construire sa propre curiosité, son propre éveil, son propre désir de connaissance. Comment sortir au fond et aider l'élève à sortir d'un usage social immédiat, réflexe, et parfois, comment dirais-je, presque inintelligent du numérique, puisque c'est réflexe, pavlovien, pour aller vers justement un usage pour le désir et la curiosité.
Le professeur, avec ses pairs, il est là pour transmettre. Il est là pour enseigner. Mais soyons clairs, on peut le dire, il est là aussi pour apprendre lui-même, inlassablement. Un professeur qui a fini d'apprendre comme quelqu'un qui a passé le permis de conduire et qui l'a pour la vie, ça donne souvent dans la classe des choses qui nous, comment dirais-je, qui nous gênent. En quoi le numérique peut-il bien utiliser, mobiliser, permettre d'être au fond à la saisie des connaissances qui bouillonnent autour de nous? Quand vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, vous pouvez vous apercevoir, je dis peut-être un chiffre idiot, mais que nous, humains, qui sommes des êtres finis dans le temps et l'espace, nous approchons peut-être, et encore, moins de 10% de la connaissance qui circule autour de nous. Comment est-ce que le numérique peut nous aider à aller plus loin à chaque fois? Ça se joue à rien, mais à être justement plus intelligent de cette complexité dont parle Edgar Morin, mais dont il nous avait parlé à un congrès de Casablanca. Comment faire pour que non seulement nous devenions, mais nous acceptions de devenir des êtres augmentés par le partage et par cette connaissance mutualisée que le numérique peut nous apporter? Comment faire en sorte, parce que ça c'est véritablement le rôle de l'école, qu'on contrebatte le spectacle que nous donne le monde aujourd'hui. Regardez, plus l'infini est exploré, plus l'homme est intelligent de cela, et plus les comportements humains sont bornés, dans tous les sens du terme, pardon. Parce que sinon, on ne comprendrait pas ce qui se passe autour de nous. La grandeur de l'école, c'est justement de casser cela, et de faire entrevoir aux jeunes, aux enfants, aux jeunes qui sont là, qu'il n'y a ni interdit ni borne à l'exploration de la connaissance et la découverte de l'infini, même si nous sommes des êtres finis. En ce sens, le numérique, c'est un peu comme un accélérateur de particules. Il fait que la vie va plus vite, plus loin, plus immédiatement, à condition de maîtriser, à condition de faire en sorte que ce ne soit pas un éparpillement fou qui s'empare de nous. Et puis il y a les parents. Les parents qui suivent, qui sont là, je les ai vus quand je suis arrivé ce matin à la porte, ils entourent l'école. C'est physiquement très impressionnant. Ils entourent l'école qui les tient un peu à l'extérieur. Mais tellement ils aiment leurs enfants, c'est normal, tellement ils veulent quoi les parents? Ils veulent comprendre ce qui se passe dans cette transmission scolaire à laquelle ils font confiance. Ils veulent qu'on leur explique. Ils veulent non pas de la transparence pour la transparence, ils veulent simplement que, alors on est tous pareils, nous les humains, ils veulent qu'on les rassure et qu'on les assure. Qu'on les rassure qu'ils ne sont pas largués, comme diraient les plus jeunes, et qu'on les assure que les plus jeunes vont réussir. Ça, c'est notre rôle à nous. Et comment, là encore, faire en sorte que le numérique ne soit pas, comme disaient jadis ou naguère quelques politiques, un facteur de fracture supplémentaire entre les générations, mais au contraire, soit utilisé par nous, qui sommes un peu les laborantins de cela, comme une possibilité de réunion. Alors, l'humain dans la culture d'établissement, ce serait quoi grâce au numérique? D'abord, en quoi, c'est une question que je vous lance, à vous professeurs qui travaillez avec vos collègues sur le sujet, en quoi le numérique peut-il être au service de stratégies pédagogiques mieux partagées? C'est ça que vous demandent les parents. Comprendre ce que l'on fait, que ça ait du sens. Ils ne veulent pas, je crois, entrer dans le détail pour la plupart d'entre eux. Ils veulent qu'on leur fasse un récit
de ce qu'est la pédagogie française. Ils veulent qu'on leur explique comment tous ces professeurs travaillent, non pas tous de la même façon, mais ensemble et vers le même cap, pour faire réussir leurs enfants. En est-on, mesdames et messieurs, chers collègues, à des balbutiements? A-t-on des expériences probantes de stratégies pédagogiques partagées à montrer? Est-ce qu'on est dans l'artisanat encourageant ou est-ce qu'on est à l'aube de gammes d'usinage d'une transmission moderne? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans l'humain, c'est évidemment le combat contre, comment on appelle ça aujourd'hui, l'électronisme, c'est ça, pédagogique, je dirais. Je suis sûr que dans vos communautés scolaires, et pardonnez-moi, j'assume mes propos, parce que je me mets dedans. Dans vos communautés scolaires, vous avez de tout. Vous avez, fortement représenté dans ce parterre, vous avez les talentueux qui galopent avec le kit numérique. N'est-ce pas? C'est vous, ça. Et ça bluffe les élèves, d'ailleurs. Non? Ah oui. Vous avez une majorité attentive, un peu émue, un peu inquiète, timide. Et puis, je me place dans cette troisième catégorie, comme ça évitera toutes les interprétations. Vous avez tapi dans les couches alluvionnaires de la pédagogie écrite. Vous avez encore quelques dinosaures scolaires qui, pour des raisons toutes explicables, l'âge, leur culture, leur mode d'accès à la connaissance, résistent fortement. Et ils vivent parfois, je le dis là cette fois très sérieusement, ce n'est pas mon cas, hein, ils vivent parfois, je suis persuadé qu'autour de vous, vous en avez le numérique comme une souffrance par rapport aux autres. Évidemment, ils sont muets, parce qu'il n'y a rien de pire que d'afficher son déficit, soit par rapport à ceux qui galopent plus vite, soit par rapport au collectif apprenant qui, lui, a compris le message. Je prétends que l'humanisme numérique, c'est ça, c'est constituer un collectif attentif à cette fracture psychologique devant le numérique, qui fera la fierté et l'honneur d'un établissement. Il faut s'y mettre. Faire sens avec le numérique, c'est faire société avec, et non pas laisser les gens sur le bord du chemin. Il y a dans le numérique un appel, je dirais, à l'intergénérationnel. On a chez nous des publics socialement favorisés. Ce n'est pas là que se situe la fracture. C'est entre des générations qui ont vécu, qui sont nées dans des cultures différentes. Et puis, l'humain, c'est aussi le numérique au service d'un établissement ou d'un réseau scolaire responsable. Quelles sont les disciplines les plus appétentes de l'usage numérique? Il faut qu'elles apprennent aux autres pourquoi et qu'elles le disent. Je vois à peu près lesquels d'ailleurs. Quels sont les domaines qui sont les moins touchés à l'école par le numérique et qui en auraient peut-être le plus besoin? Je vois aussi un peu. Par exemple, allez, la vie scolaire. Ce n'est pas un domaine de discipline, mais c'est un domaine de l'humain. L'interdisciplinaire qui va apparaître dans notre horizon lycéen, peut-être avant d'ailleurs, si les professeurs savent s'en saisir, eh bien c'est l'éducation aussi d'une connaissance future, déjà actuelle. Moi je vous le dis, c'est pour ça que vous êtes là, le numérique efficace, c'est de la pédagogie en acte et à l'initiative. D'ailleurs, ne pas faire l'impasse, me semble-t-il, sur un fait précis. On en parlait un peu à midi avec vous. C'est le fait que le numérique, au fond, c'est la rencontre entre une discipline, l'informatique, qui elle-même est la fille d'autres disciplines, notamment les mathématiques, la mathématique, et la rencontre avec des usages sociaux.
puisqu'au fond, le numérique a fondu sur nos sociétés un jour et s'en est un peu emparé, au point qu'elles en sont un peu désemparées. Et là encore, il me semble, essayons de nous en souvenir ensemble ou de travailler là-dessus, que si l'école, l'établissement scolaire, n'est pas d'abord une école du numérique, avant d'être une école numérique, mettons pas la charrue avant les bœufs, il y a un manque. Donc il y a une faute, au sens propre du terme. Il y a un chaînon manquant, là encore. C'est la construction de ce collectif de rencontres qu'est l'école, dans son sens profond, entre les sciences et l'usage des sciences. Si l'école n'est pas fichue de se débrouiller de cette question majeure de la rencontre entre le numérique et un collectif scolaire, comme l'image même du rôle de l'école, rencontre entre la connaissance, les sciences, et l'usage de la connaissance et l'usage humain des sciences, elle manque son objet. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin, je pourrais y revenir, si vous voulez, dans la soirée, quand vous serez un peu plus frais, non? Donc, pour moi, mettre l'école à l'école du numérique, c'est fondamental. Et je crois que dans chacun de nos établissements, c'est un peu ce qui devrait se passer. Et vous êtes bien placés pour le faire. Alors maintenant, pour le congrès 2019, quelle est l'attente? Et quel est, comme on le dit en langage international, le livrable? 2 mots là-dessus. Beaucoup d'établissements que vous représentez ont travaillé pour leur premier pas avec le cadre d'autopositionnement issu de propositions d'académies, comme celle de Dijon, par exemple. Il faut continuer, c'est utile. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'aller un tout petit peu plus loin. Ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'issue de ces 2 ou 3 jours, ou des semaines qui viendront, après décantation, vous puissiez assumer, après l'avoir lu tous et toutes, assumer une contribution à verser au Congrès, qui dirait au fond comment le numérique participe à la culture d'établissement. Comment il aide ou il n'aide pas, parce qu'il y a des limites, à la construire, à la développer, à la renouveler, à la partager entre les différentes parties de la communauté éducative. Les conditions pour que tout ça puisse se produire. La façon dont on peut s'entendre pour partager des visions et des stratégies en matière d'enseignement, au service du profil des élèves, parce que vous savez que l'enseignement français à l'étranger, il se caractérise comme ça. Quand on est au Liban, quand on est en Espagne, quand on est au Maroc, quand on est en Égypte, bien sûr que ce sont des élèves pour l'enseignement français qui viennent, mais ce sont des élèves nationaux. N'oublions jamais qu'un établissement d'enseignement français dans le monde, c'est d'abord un établissement national, de droit, ne serait-ce que parce que le pays d'accueil lui donne le droit d'exister là où il est, et qu'il aurait parfaitement le droit de le refuser. Au service de la continuité des apprentissages, de la maternelle au baccalauréat. Je tiens le pari que nous sommes mauvais là-dessus, alors que tous nos établissements accueillent des enfants de 3 ans au baccalauréat. Cette continuité des apprentissages, nous ne l'assumons pas suffisamment. Il faut dire qu'il y a des résistances, bien sûr. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que je vous suggère? Qu'est-ce que je nous suggère, puisque nous sommes ensemble pour le faire? C'est non pas une énième charte, non pas une déclaration qu'on signe au pied de page et qu'on a oublié demain, même le soir d'ailleurs. Non pas non plus un manifeste où l'école, encore une fois, se mettrait à genoux devant le numérique. Pas du tout ça. Ce que je vous propose, c'est un guide à partager, qui soit actualisable pour construire avec le numérique un établissement scolaire à la fois plus ouvert, plus solidaire, plus réactif et plus éthique.
au fond, comme l'image de la société que l'on veut construire, parce que c'est aussi à ça qu'immodestement nous rêvons. Voilà, je voudrais remercier pour la préparation de cette réunion tous ceux dont les noms sont tellement nombreux que je ne les citerai pas, mais qui ont permis que vous soyez là tous ensemble. Je voudrais saluer avec beaucoup de gratitude le lycée français de Saragosse, El Molière, con su jefe, el líder máximo. Que tous les élèves saluent dans la cour, c'est un signe, ça. Remercier toutes les équipes que vous représentez, parce que je vais vous dire un secret que j'ai en moi-même. Je vous connais à peu près tous, et je vous ai vu à peu près tous en situation. Il y a une chose que le numérique a changé, c'est le temps que vous passez à bâtir. C'est énorme. Énorme. Je ne connais pas de communauté qui soit plus dévouée à installer ça que vous ne l'êtes. Et ça mérite vraiment une reconnaissance collective. Et puis, nos experts, il y en a 2 ou moins ici, mais il y en a peut-être d'autres, je ne vais pas citer les noms, mais qui vont, 3, qui vont vous accompagner, qui sont nos partenaires, et qui sont, dont l'un va parler, M. Devauchel, juste après, et qui sont, pour leur fidélité à la mission laïque, je crois, la meilleure reconnaissance que l'on peut avoir pour le petit esprit de solidarité qu'on veut faire naître avec le numérique. Merci à toutes et à tous.